Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. C'est Le Monde en 7. Nous sommes le samedi 11 février, mars 2023. On va revenir sur les principaux sujets qui nous ont marqués dans l'actualité de la semaine. On parlera ce jour de la Tunisie avec le président Kais Saied qui est revenu sur ses propos jugés racistes qui dément donc tout racisme envers les migrants africains. On parlera aussi du Mali où des imams appellent à s'opposer à la laïcité dans la Constitution. Et puis, nous parlerons aussi du Togo. Le Togo où les nominations des présidents de commissions électorales locales indépendantes confirment donc justement que très prochainement les élections municipales et législatives sont en bonne voie d'organisation. Sur du plateau avec deux invités ce samedi, je reçois Chris Ega qui est directeur de publication d'Express Info. Bonsoir Chris. Bonsoir mon cher Samuel, ça fait un bon bout de temps. Vraiment. Et je suis heureux de revenir. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs et je fais surtout un coucou à tous les Togolais de l'étranger qui nous suivent en ce moment. Plaisir partagé de vous recevoir. Et face à vous, nous avons Yao Eklonukunu qui est président du mouvement Temps de la jeunesse patriotique. Bonsoir Yao Nukunu. Oui, bonsoir à vous, monsieur Samuel. Bonsoir à votre confrère Chris, qui est sur le même plateau, avec qui je partage le même plateau, et à tous vos collaborateurs Niveau TV ainsi qu'à tous qui nous suivent un peu partout dans le monde. Merci à vous également de répondre à l'invitation de l'émission Le Monde en 7. On va commencer donc très rapidement avec la Tunisie. La Tunisie, le président Kais Saied s'est défendu mercredi 8 mars de tout racisme à l'égard des subsahariens après le tollé suscité par son discours incendiaire contre les migrants clandestins. Le 21 février, il avait affirmé que la présence des hordes d'immigrés clandestins provenant d'Afrique subsaharienne était source de violence et de crimes et relevait d'une entreprise criminelle visant à changer la composition démographique du pays. Ce discours condamné par des ONG comme Racisme et Haineux, des ressortissants d'Afrique subsaharienne ont fait état d'une recrudescence d'agressions à leur égard et se sont précipités par dizaines à leur ambassade pour rentrer dans leur pays. Eh bien, le président tunisien Kais Saied affirme aujourd'hui qu'il ne nourrit aucun racisme envers les migrants. Yao Nukunu, est-ce que vous y croyez quand le président tunisien fait cette sorte de démenti? Bon, vous savez, ça a l'air d'un démenti, mais en réalité, ce n'est pas un démenti, c'est un maintien de sa position préalable. C'est un maintien qui ne dit pas son nom. Parce que vous comprenez, un maintien qui ne dit pas son nom, parce que quels sont ses propos? Non, il n'y a mes propos, ma position n'a aucun caractère aucun caractère raciste. Et donc, du coup, c'est une façon subtile de maintenir sa position au regard de ce que vous savez. Il n'y a pas que les ONG, il y a même l'Union africaine qui a réagi, etc. Bon, il faut aussi reconnaître que venant d'un président, il ne fallait pas. Même s'il y a des irrégularités, ces irrégularités, il pouvait donner des instructions à son ministre de la Sécurité ou le ministre de l'Immigration et voir ce qui se passait exactement et les mesures qu'il fallait prendre pour corriger tout ce qui peut être reproché aux migrants, etc., sans forcément prendre la parole lui-même. Bon, il faut aussi reconnaître au président tunisien que ces derniers temps-ci, il traverse un moment de tourbillon, un moment tumultueux, parce que les élections qui ont révélé un désavou de sa population. Alors donc, je suis sûr que tout ça là, ça le perturbe psychologiquement, et donc du coup, les subsahariens sont devenus les boucs émissaires sur lesquels il a eu la maladresse de se défouler, contre lesquels il a eu la maladresse
l'adresse de ces défoulés. Et ma foi, je crois que c'est vrai que ce sont des propos qui ne devaient pas, un président ne devait pas se prononcer de façon directe, de façon flagrante, de la sorte. Et comme je l'avais dit, il y a des structures et des institutions à qui il peut donner des instructions si réellement il y a des défaillances, il y a des mauvais comportements, il y a des agissements qui peuvent être reprochés aux subsahariens. Mais bon, mais pour finir, moi je veux encore toujours nous interpeller, nous, et non seulement nous interpeller, mais nous rendre à l'évidence que même nos conditions, nos situations font que même les Maghrébiens, cette considération-là qu'il faut, ils ne nous l'accordent pas. Souvenez-vous, récemment au Maroc, il y a eu une situation similaire, même pire. Nous avons vu circuler des vidéos où des Noirs qui sont étalés par terre, qui se faisaient bastonner, traiter, non pas comme des humains, etc. Alors, donc, sans jouer à l'hypocrisie, sans toutefois jouer à l'hypocrisie, nous devons nous rendre compte à l'évidence de l'image que nos frères maghrébiens ont de nous, les sub-africains, les Africains subsahariens. Donc, l'image qu'ils ont de nous, mais est-ce que c'est de leur faute, M. Samuel? En tout et pour tout, je dis, nous avons une grosse part de responsabilité également. On va revenir sur cela tout à l'heure, Chris Ega. Les propos, dans un premier temps, pas le démenti, mais les propos dans un premier temps, le président a parlé en parlant des migrants subsahariens comme des gens violents, source de violence, de crimes. Il a même dit que leur présence vise à changer la composition démographique. Est-ce qu'on peut avoir tenu ces propos et revenir dire après qu'on n'est pas raciste? Écoutez, ces propos-là sont d'une violence inouïe. Je crois que c'est tout simplement irresponsable vu le temps que nous traversons maintenant avec tous les problèmes déjà que ces jeunes-là qui essaient de gagner l'Europe ont en traversant la Méditerranée, ce qui pose un réel problème. Il faut le dire que dans ces pays-là arabes de la Méditerranée, l'immigration pose un vrai problème. Mais ce n'est pas de cette façon, à mon sens, qu'on peut traiter. Je crois que mon frère Nkoun l'a bien dit, il y a des institutions qui peuvent s'occuper de la chose, mais il faut aussi replacer ces propos-là, cette sortie du président dans son contexte, à savoir que les problèmes que lui-même il a en ce moment vis-à-vis de l'opinion, vis-à-vis de la politique qu'il mène, c'est quelqu'un qui est absolument dans le viseur de la rue, qui n'a pas bonne presse en ce qui concerne l'opinion publique et qui veut tourner plutôt le regard de cette opinion-là vers des problèmes qui sont certes réels, mais qui ne méritent pas d'être traités de cette façon. Parce que s'il fait un dégagement à la touche qui donne la proie à la touche, ça lui permet de prendre du répit, de se donner de l'air. Et je crois que c'est surtout dans ce contexte-là qu'il faut placer cette sortie, mais cela fait mal parce que la rue a réagi, parce que le peuple tunisien a des problèmes, a vu une crise économique, une crise sociale, et cette crise-là, il revient au président Saïd de trouver des mesures pour y faire face, mais c'est pas ce que nous constatons. Il veut plutôt faire du populisme, prendre ces immigrants, ces jeunes-là pour des boucs émissaires et dire à son opinion que voilà, là, sous des problèmes de la Tunisie, ce sont ces jeunes-là. Et la rue a réagi, le peuple tunisien a réagi en s'en prenant à ces immigrés-là. Oui. Peut-être c'est un discours populiste qui fait réagir. Donc, dans ce sens-là, je crois qu'il n'a pas lieu de démentir. Quand il dit, il essaie seulement de se donner bonne conscience en disant que ce n'est pas exactement ce qu'il a voulu dire. Mais malheureusement, c'est qu'il a de qui tenir. Quand vous en France, avec les partis extrémistes, le Front National, et puis l'autre là, dont j'oublie le nom, qui tient des propos du genre. Zemmour qui tient. Donc je crois que c'est dans l'air du temps, ceux qui ont des difficultés vis-à-vis de leur opinion se rabattent sur ces proies faciles qu'ils donnent en pâture au peuple tunisien, comme cela se passe en Tunisie. Mais seulement si nous remontons
remonter un peu l'histoire, on peut aussi on peut se rappeler que les mêmes faits étaient pratiquement arrivés au Nigeria quand il était agi d'incriminer les étrangers. Mais là, on n'avait pas parlé du racisme, bien entendu, parce il faut faire partie les étrangers parce que ils prennent de l'emploi, ils font en sorte que les autochtones ont des difficultés pour vivre au quotidien. Cela était en Afrique du Sud. Oui, c'est vrai. Cela s'était passé en Afrique du Sud et cela s'était passé avant aussi au Ghana. Donc quand nous vivons des situations comme ça, parce qu'il faut comparer ce qui est comme quand nous-mêmes en Afrique subsaharienne, nous pouvons créer des situations comme ça. Et quand ça se passe aujourd'hui en Tunisie, est-ce que nous sommes tranquilles en condamnant Saïd? Parce que nous-mêmes, lorsque nous sommes en difficulté, comme c'était arrivé récemment en Afrique du Sud, des Africains qui s'en prenaient aux Africains, les Sud-Africains qui s'en prenaient aux Nigérians, etc., aux pays, même au restant des pays limitrophes, lorsqu'on s'en prenait à ces gens-là. Et comme ça se passe comme ça aujourd'hui en Tunisie, est-ce que nous avons les moyens moraux de dénoncer et de rester crédibles? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'il faut généraliser pour dire que si aujourd'hui Saïd a des problèmes et trouve que c'est les Noirs d'Afrique subsaharienne qui sont les problèmes. Or, en Afrique subsaharienne, nous-mêmes de temps en temps, on se rappelle que les mêmes étrangers qui sont issus des pays voisins, qui sont sur nos sols, on les incrimine, on les pourchasse, on les tue, on brûle, on prend leurs effets, etc. Est-ce que quand nous comparons ces deux situations, il faut peut-être ça peut nous ramener à une analyse qui nous fait dire que autant on condamne Saïd aujourd'hui, autant on doit condamner aussi des gens, des présidents qui de temps en temps en Afrique, ou bien des peuples qui de temps en temps en Afrique subsaharienne se livrent à des jeux du genre. Oui. J'ai presque envie de faire des accolades à mon co-débatteur, M. Christ. J'ai presque envie de lui faire des accolades parce qu'effectivement, ce qu'il a touché du doigt, c'est une réalité. Et je crois, ma foi, que les exemples, les réalités dont il a touché du doigt, comme quoi les mêmes choses se sont passées dans nos pays subsahariens. Le Nigeria, par exemple, le Ghana, je me rappelle à Guégué où il disait qu'il faut que les étrangers quittent, etc. Bon, sauf que, oui, il faut reconnaître qu'à la différence du président tunisien, il y a aussi un langage d'accusation pour des actes de violence, parce que il les a accusés de ce qu'ils commettent, des actes de violence. Il y a eu des accusations. Bon, contrairement aux exemples, par exemple au Nigeria, etc. Là, c'était à un moment, il décidait non, on ne veut plus des étrangers chez nous, etc. Oui, au regard des difficultés économiques, etc. Bon, mais il faut aussi toucher du doigt que, vous savez, des ONG, parfois, par émotion, il y en a qui, peut-être n'ayant pas la maîtrise de certaines situations, ils qualifient dans des qualificatifs qui, ma foi, dont il faut relativiser. Je crois que ça rejoint un peu le président qui a essayé de se défendre en disant que non, que mes propos n'ont pas du tout un caractère raciste. Et donc, du coup, si, par exemple, aux exemples que vient de donner mon co-débatteur Christ, le problème se pose. Même chez nous ici, au Togo, il y a certains panafricanistes et qui viennent de certains pays qu'on les qualifie, non, qu'on ne les aime pas, etc. Bon, ça veut dire que même entre nous-mêmes, il y a toujours ces réalités, ces difficultés. Alors, maintenant, si entre nous-mêmes, il y a ça, finalement, qu'est-ce qu'on reproche non seulement à nos frères maghrébins, mais également aux Occidentaux? Mais il y a aussi, par rapport aux Maghrébins, ce débat qui a toujours existé, comme quoi ils ne se sentiraient pas africains. Ouais, mais tu sais, pour aller plus loin, vous savez que le Maroc avait même demandé, par exemple, à faire partie de l'UE, vous vous rappelez très bien. Donc, c'est des peuples qui n'ont jamais affirmé le caractère typiquement africain de leur position. Des gens qui vivent au bord de la Méditerranée et qui n'ont pas la même peau que nous, qui ont la peau pratiquement blanche, qui peuvent se passer pour des blancs. C'est des gens qui n'ont jamais accepté de faire
partir du continent africain, quoi que leur pays d'origine soit sur le continent africain. Vous vous rappelez que Kadhafi, avant de venir jouer dans le grand tambour du panafricanisme, avait d'abord tenté l'aventure du panarabisme, c'est-à-dire Kadhafi n'était pas parti du coup pour dire que ben voilà, il peut se sentir chef africain, il a des acquaintances sociales, ethniques avec le Mali, avec les Maliens du Nord, avec les Nigériens du Nord. Non, c'est des gens, c'est un exemple que je donne, c'est quelqu'un qui avait d'abord tenté cette aventure du panarabisme qui n'a pas marché parce que compte tenu de son activisme, il a été jugé encombrant par ses frères arabes qui l'ont rejeté et c'est du coup qu'il s'est tourné vers l'Afrique. Donc pour dire que historiquement, les pays maghrébins n'ont jamais accepté le caractère africain de leur pays et qui se sont tournés volontairement vers l'Occident, alors qu'en Occident non plus ne rencontrent pas de l'amitié là parce que des gens qui jusqu'ici sont arabes, c'est sans doute pas pas leur religion qu'ils sont condamnés aussi, mais aussi par le fait qu'on est blanc ou on est noir, ou bien lorsqu'on est clair, de toute façon on est plus proche du noir que du blanc. Le blanc estime qu'il constitue une race et que dans cette race-là, il n'existe pas les maghrébins qui ne sont pas des gens typiquement caucasiens, vous comprenez. Donc dans cette vue historique de la chose, on peut comprendre qu'aujourd'hui, on peut comprendre la sortie, on peut placer la sortie de Saïd dans cette perspective-là, en ce sens que c'est des gens qui veulent se couper du continent africain tout en réclamant quelque part sur le plan économique. Lorsque vous prenez le Maroc, qui cherche à adhérer à la CEDEAO, le Maroc qui est tout en haut, qui veut être un pays de la CEDEAO, mais sur le plan économique, ils se disent que ben voilà, ils peuvent constituer un réservoir où ils peuvent évacuer leurs produits commerciaux, etc. Mais sur le plan ethnique, ils trouvent que ben voilà, ils n'ont rien à faire avec nous. Lorsque vous rencontrez des Arabes en France, aux États-Unis, lorsque vous êtes ils sont entre Arabes, leur comportement c'est différent. Lorsqu'ils sont avec leurs frères africains, on a vécu des situations comme ça, non pas parce qu'on l'a entendu dire, mais on l'a vécu ce rapport difficile avec les Maghrébins dans les pays occidentaux, ou bien que ce soit aux États-Unis, ou que ce soit en France. On a constaté le dédain, je le dis clairement, qu'ils ont vis-à-vis des Africains noirs. Je crois que mon frère doit avoir des exemples en la matière aussi. On a vécu ce dédain-là. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Historiquement, les pays maghrébins ne s'estiment pas pays africains. C'est de façon opportuniste qu'ils se rappellent de l'Afrique lorsqu'il s'agit des problèmes économiques, lorsqu'il s'agit de vendre en Afrique, lorsqu'il s'agit d'implanter quelques sociétés en Afrique noire, ben voilà, on nous traite de frères, etc. Mais lorsqu'il s'agit Du coup, quand Kais Saïed dit « je suis africain, je suis fier de l'être », on a des raisons d'en douter. Mais ça, vous voulez ouvrir une parenthèse tout à l'heure par rapport au fait que cette situation que vivent également les migrants subsahariens du côté du Maghreb, ils en sont aussi un peu responsables. Oui, monsieur Samuel, avant d'arriver à cette parenthèse-là, dont je voudrais toucher du doigt tout à l'heure, oui, je voudrais aussi aller dans le même sens que monsieur Christ, pour préciser qu'un jour, je suivais un ministre des Affaires étrangères marocain sur France 24, où à un moment, je l'ai entendu, dans ses propos dire, bon, les Noirs africains, il me qualifiait de dire les Noirs d'Afrique, donc vous comprenez. Alors maintenant, moi, il y a des interrogations sur ça, cela suscite en moi des interrogations. Je me dis, cet état de fait, ou bien ce constat, pourquoi ça? Est-ce parce que dans l'histoire du monde, les Arabes ont été les premiers à faire de nous des esclaves. Les Arabes ont été les premiers à faire de nous des esclaves. Ouais. Est-ce notre statut d'esclave au regard de l'histoire? Est-ce cela? Bon, maintenant, ou plutôt, est-ce aujourd'hui, dans notre situation contemporaine actuelle, est-ce le fait que toujours nous peinons à nous faire respecter, à faire nos preuves? Est-ce cela qui fait qu'ils se disent, mais en réalité, si les Africains ont été esclaves, c'est parce qu'en réalité, ils ne valaient pas grand-chose. C'est pourquoi
ils ont été vulnérables, nous les avons utilisés comme des objets. Bon, maintenant, aujourd'hui, où on dit que l'esclavage est aboli, la colonisation est abolie, ils disent qu'ils sont indépendants. Alors, qu'est-ce qu'ils font comme preuve? N'oubliez pas que la Tunisie donnait des bourses d'études pour que nos frères et sœurs aillent étudier. Hein? N'oubliez pas, regardez un peu, comparez nos pays à ces pays maghrébins où vous allez au Maroc, ils ont des hôpitaux, des références, etc. Ou encore, quand on fait une comparaison, nous voyons que nos pays subsahariens ont plus de ressources naturelles, disposent de plus de ressources naturelles que ces pays maghrébins. La Tunisie en question dont on parle, la richesse de la Tunisie, l'économie de la Tunisie, essentiellement, c'est tourné vers le tourisme. Et les ressources minières que nous avons, dont nous disposons, la Tunisie n'a pas ça. Mais la Tunisie a des universités de référence, de la même manière où ces pays maghrébins, où nous nous bousculons pour aller suivre des études chez eux. Est-ce que vous avez une fois vu eux se bousculer pour venir faire des études chez nous dans une université ici? Bon, alors, au même moment, c'est nous qui chantons, nous crions en tue-tête à qui veut nous entendre que nous sommes des éminents professeurs, éminents docteurs, éminents intellectuels. Mais en réalité, quel est le résultat de nos actions? Bon, maintenant, il y en a qui diront, oh oui, c'est l'Occident, et toujours dans une posture de victimisation, hein, que l'Occident qui est notre blocage, c'est l'Occident qui nous vole, c'est l'Occident qui nous pille. Bon, maintenant, quand nous disons que l'Occident nous pille, et que nous ne voulons plus que l'Occident nous pille, mais l'Occident aussi, rien ne lui est caché, il voit tout. Mais quand il voit que vous-même qui les accusez, il voit que vous-même vous êtes plus pilleurs de vos pays. Il voit que vous-même vous êtes plus voleurs de façon lâche de vos propres pays. Alors qu'est-ce que vous voulez leur reprocher? Alors donc on finish. Vous savez, c'est nous-mêmes qui prêtons le flanc, M. Samuel. Ouais. C'est nous-mêmes qui prêtons le flanc si nous n'avons pas de la considération, si nous ne sommes pas respectés, si il y a toujours cette image-là de nous. Et bon, aujourd'hui, c'est parce qu'on parle de droits de l'homme, il y a la mondialisation, il y a certains principes qui font que ces ressentiments-là, hein, que les gens ont de nous, ils ne le démontrent plus de façon direct, de façon, comment dirais-je, flagrante. Mais il y a des moments qui viennent quand même, il y a des actes qui démontrent toujours que, aux yeux de ceux-là, nous restons toujours faibles, nous restons toujours minimes. Et donc, ma foi, je crois que en réalité, ce n'est pas de leur faute. C'est nous-mêmes de notre faute. Parce que nous-mêmes, d'abord, entre nous, comment est-ce que nous construisons l'acceptation mutuelle? Comment est-ce que nous construisons la solidarité? Comment est-ce que nous construisons nos patriotismes, notre unité entre nous, les Africains, où on voit toujours que quand les Africains, ils achètent des armes, c'est les Occidentaux, tout ce qu'ils peuvent savoir faire avec, c'est de massacrer leurs propres frères, c'est de jouer tout puissant sur leurs propres frères. Ils ne peuvent même pas oser retourner ces armes contre les Occidentaux, ni contre les Arabes, mais c'est seulement contre leurs propres frères. Quand nous héritons les institutions des Occidentaux, et maintenant ces institutions également, pour les faire fonctionner, nous les faisons fonctionner de façon rocambolexe, de façon biaisée, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Africains qui n'ont pas cette capacité. Après tout, nous sommes des êtres humains. Mais tout simplement, ce qu'il nous faut défaut est que il y a certains là qui sont tellement limités dans leur esprit et qui n'ont pas cette possibilité-là d'avoir l'amour pour ce que c'est que l'évolution. Or, une évolution ne peut jamais se faire de façon singulière, mais de façon collective. Alors ça nous impose, dans un premier temps, de façon incontournable, le patriotisme, le vivre ensemble, l'acceptation mutuelle, l'union et la solidarité. Ce n'est pas une union de façade ou une union où c'est comme le président Koleko l'a dit. Pour toi, un Africain qui veut se faire colon sur ton propre Africain, que c'est taré, c'est comme tu es vide, c'est comme tu as de l'obscurité dans ta tête. Avec ça, on ne peut jamais se construire, on ne peut jamais évoluer et on ne peut jamais se faire respecter aux yeux du monde. Pour finir, vous pensez que ces Maghrébins ont la même image de nous que les Noirs américains? Vous croyez? Ah non, les Noirs américains, ils les respectent. Ils les respectent. D'abord même, combien de Noirs américains vous verrez en train de se trimballer dans ces pays maghrébins pour chercher un petit job et faire? Combien de Noirs américains vous voyez en train de mourir dans la mer pour essayer de... Ben, on parle de la Tunisie. Regardez cette semaine même, le Premier ministre britannique
C'est vrai qu'il est indien, il est hindou d'origine. Mais quelles sont les dispositions au niveau des frontières? Et maintenant, on va négocier un contrat avec le Rwanda pour dire que tout migrant qu'on prend, on les rapatrie, soit dans leur pays, ou soit ils vont au Rwanda. Vous voyez, Monsieur Samuel, nous devons, nous les Noirs africains, nous re-questionner. Nous devons nous re-questionner, prendre conscience que tout ça là. Et oui, quand il y a ça, vous verrez, il y a des gens, des présidents qui vont faire des déclarations. Non, et vous avez un propos raciste, etc. Ça, c'est des trucs de façade. Il y a un travail sur nous que nous devons nous faire nous-mêmes d'abord. Nous devons en prendre conscience. Aujourd'hui, donc, c'est la Tunisie, le président tunisien qui vient de le dire. L'Union africaine a condamné, on a eu des condamnations d'un peu partout. Et puis c'est fini jusqu'au prochain propos. Ah oui, mais justement, je crois que je voudrais dire bravo à mon frère Nkounou pour son développement qui est si brillant. Vous savez, si vous-même n'êtes pas responsable chez vous, par exemple, lorsque l'Union européenne, l'Union africaine, qui en principe est une institution qui veut prendre des décisions fermes vis-à-vis de la Tunisie, lorsqu'il y a des sorties comme ça de la part de son président, mais qui visiblement ne peut rien faire, parce que vous savez, là où se trouve la bourse, là se trouve la force, la source de décision. Parce que l'Union africaine, en vérité, qu'est-ce qu'elle vaut aujourd'hui? Quel est son pesant aujourd'hui sur la scène internationale? Par exemple, lorsqu'elle sort pour faire ces genres de déclarations, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre que de faire des déclarations qui n'aboutissent à rien, qui n'aboutissent pas à des actes qui contraignent le président Saïd à réfléchir par deux fois avant de faire la prochaine sortie. Et puis, le développement que mon frère Nkounou a fait dit tout en principe sur le sujet. Lorsque nous ne sommes pas responsables vis-à-vis de nous-mêmes, lorsque nous faisons pire avec nos propres frères que nous l'aurait fait quelqu'un d'autre qui viendrait de l'extérieur, lorsque nous sommes capables de ces genres d'actions qui sont des actes de fossoyage de nos propres intérêts, qu'est-ce que vous voulez que les gens disent? Peut-être que la CEDEAO va dénoncer, l'Union africaine va dénoncer, mais vous savez très bien, vous le savez autant que moi, que ces institutions-là vont s'arrêter au simple fait de dénonciation sans plus, parce que justement, elles n'ont aucune force pour agir sur le quotidien de ceux qui sont renvoyés de Tunisie, de ceux qui sont traités et qui sont maintenus en esclavage en Libye, au Maroc, etc. Et puis, il y a un fait sur lequel il faut attirer aussi l'attention, les conditions même que vivent nos frères noirs dans les pays arabes en général. Vous savez, ça, c'est ce que Saïd vient de dire, c'est la tête de gondole qui expose maintenant la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire, c'est un cri peut-être de cœur qui réaffirme ce qui se passe en cachette et dont les gens ne parlent pas. Lorsque vous allez dans les pays arabes, les conditions que nos soeurs vivent, que ce soit en Liban, que ce soit en Émirats arabes unis, que ce soit au Qatar, etc., c'est des situations qui frisent l'indignité, mais personne officiellement n'en parle. L'Union africaine n'en parle, ne prend pas des actes, par exemple. La CEDEAO ne prend pas des actes. Aucune institution régionale ou transrégionale, transafricaine ne prend des actes par rapport à ces situations que nos frères vivent. Mais pourquoi voulez-vous que par ces déclarations-là, l'Union africaine fasse autre chose que ce qu'elle a l'habitude de faire, c'est-à-dire de donner dans les déclarations et après se taire? Si l'Union africaine peut faire plus que ça, ben, vous savez, on l'aurait su depuis. Vous savez, c'est à nous-mêmes d'être responsables de nos actes, de faire en sorte que les gens nous respectent, parce que les actes que nous posons vis-à-vis de nos propres concitoyens ne sont pas des actes qui nous qualifient comme des gens qui ont de la dignité, qui veulent que l'Afrique soit respectée. Donc, tant qu'ils en seront ainsi, je crois que nous n'avancerons pas. Les institutions, nous l'avons dit tout à l'heure, sont faites des hommes. Si ces hommes-là sont charismatiques, si ces hommes-là sont respectueux de la dignité humaine, je crois que c'est ça qui rendrait, tout à l'heure dans la causerie, on le disait, c'est ça qui rendrait ces institutions fortes. Je crois Barack Obama, tout à l'heure, avait dit il veut des institutions. Mais qui sont s'ils font les institutions? On va en reparler tout à l'heure dans le cadre du sujet sur le Mali. Lorsqu'on a des institutions, mais on n'a pas des hommes sérieux. Lorsque nous avons de bons textes que nous savons prendre souvent, mais on n'a pas des hommes sérieux pour les animer. Qu'est-ce que vous voudrez que cela change au monde, que cela change au quotidien des Africains que nous sommes? Donc, vous savez, la sortie de Saïd, en principe, est
attire l'attention sur ce qui est fait dans les foyers, dans les rues, sans que personne ne s'en émeuve. Oui, quand on le dit aujourd'hui que l'Union européenne sorte pour faire des déclarations, moi je trouve que c'est tout, ça frise le ridicule à mon sens. On va passer maintenant au second sujet, le Mali. Chris l'a annoncé, on va évoquer donc la situation politique au niveau du Mali qui se prépare pour une nouvelle constitution dont certains termes sont déjà rejetés par certains religieux. Le 7 mars dernier, la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique a appelé les fidèles à s'opposer au projet de nouvelle constitution présenté par la transition au pouvoir et au maintien du principe de laïcité. Cette organisation influente dans le pays majoritairement musulman lance cet appel à quelques jours de la date du référendum qui vraisemblablement doit être reporté. Alors, cette union réclame le retrait pur et simple du mot laïcité du projet de constitution et son remplacement par État multiconfessionnel. Alors, selon cette organisation, la laïcité est une astuce que les gouvernants utilisent à leur guise pour cadenasser là où les religions. Chris Ega, laïcité multiconfessionnelle, j'ai pas envie de dire que c'est la même chose, mais est-ce qu'il y a fondamentalement une nuance? Il y a une nuance fondamentale, parce que la laïcité suppose un État neutre vis-à-vis des différentes religions, mais lorsque vous dites un État multiconfessionnel, ça veut dire que l'État est d'abord confessionnel. Oui. Oui, avant d'être divisé en multiples confessions. Alors là, il faut définir ce que c'est que la religion et les responsabilités que l'État peut avoir vis-à-vis de ces religions-là. Ça veut dire que l'État reconnaît qu'il s'exerce dans le cadre d'une confession. Or, si vous vous rappelez bien, en France, si je me rappelle l'histoire, depuis 1901, et depuis la chute de la Bastille, on s'est dit qu'il faut sortir l'État des griffes justement des confessions. À l'époque, c'était le christianisme. Aujourd'hui, on parle de multiconfession. Je voudrais dire que lorsqu'on parle de multiconfession et qu'on dit que l'État devait être multiconfessionnel, c'est qu'on met un accent sur un lien étroit qui doit exister entre un État et les différentes confessions qui le peuplent. Donc, un État laïque, c'est un État neutre qui en vérité, n'est pas un État qui a quelque chose à voir avec les religions, qui sont plutôt du domaine, je dois dire, de l'émotion. C'est-à-dire que depuis 1901, en France, par exemple, on a introduit la laïcité de dure lutte. Parce qu'on a estimé que l'État doit se désengager des religions. L'État doit se désengager des menées des religions. L'État doit se désengager du Vatican, etc. Et on estime qu'il doit se placer à équidistance entre toutes les confessions. Parce que ici, lorsque les religieux, justement, eux, qui voudraient que ce soit un État multiconfessionnel, pourquoi ne voudraient-ils pas que ce soit un État tout simplement laïque, comme cela se fait ailleurs? Et cela, à mon sens, n'a généré du mal. Lorsqu'en France, le Togo, partout où on voudrait que l'État marque une distance par rapport aux religions, on dit que cet État-là c'est un État bâti sur un fondement laïque. Et cela est vrai d'ailleurs. Et cela est différent de l'État, des États arabes où on suppose que l'islam est la religion d'État. Or, lorsque Diko et ses camarades disent qu'il faut que ce soit un État multiconfessionnel, alors que le Mali est à plus de 80% musulman. Vous voyez que c'est tendancieux. Que ce soit les religieux qui demandent qu'un État soit multiconfessionnel. Et celui qui dit ça, et celui qui dit cela est musulman. Et les musulmans, l'État malien est à plus de 80% musulman. Pourquoi ne voudrait-on pas tout simplement parler de laïcité au lieu que ces religieux qui visiblement tirent le drap de leur côté trouvent qu'il faut que ce soit multiconfessionnel et déclarent que c'est un des astuces que les États ont trouvé. Laïcité, c'est des astuces que les États ont trouvées pour embrigader les religions, etc. L'État ne doit rien avoir, c'est ma conception de la chose, ne doit rien avoir avec les confessions, les confessions religieuses, parce que après, il faut que cet État définisse ce que c'est
que la religion. Il faut qu'après l'État définisse ceux qui doivent, ce sont les organisations qui doivent reconnaître de religieux, etc. C'est compliqué, cette voie-là. Yao Nkono, quand on a, par exemple, on est dans le cadre du Mali, qui est défini comme une république, la res publica, est-ce que on peut rester dans la logique du multiconfessionnel pour l'État? Est-ce que la laïcité n'est pas la forme républicaine par excellence? Bon, vous savez, il faut aussi reconnaître que, Monsieur Samuel, nous marchons toujours au pas des Occidentaux en matière institutionnelle, en matière structurelle et en matière de fonctionnement. Bon, maintenant, il y a une chose, il y a nos réalités. Il y a nos réalités. Et nous manquons toujours de discernement à agir entre ce qui nous vient des Occidentaux et ce qui fait nos réalités, de manière à ce que, à jouer l'adaptation appropriée pour ce qui concerne comment nous allons consommer ce qui nous vient par rapport à nos propres réalités. Bon, cette situation, il faut dire que ce sont les conséquences des moments tumultueux que le Mali a connus. Ce sont les conséquences de certaines illusions que cette jointe malienne a toujours servi au peuple. Ce sont également les conséquences de ce que maintenant ces groupes religieux veulent se dire que ils veulent tirer épingle de la situation du jeu, parce que c'est pour eux une façon d'affirmer que ils ont été les acteurs depuis le temps de Ibeka. Ils ont été ceux-là qui ont été engagés, et donc maintenant ils veulent tirer gain de cela. Et c'est en cela je dis toujours que en Afrique, nous avons des peuples qui manquent de discernement, qui manquent de lecture juste, appropriée des situations, des fonctionnements, etc. Nous sommes toujours dans l'émotion. Il y en a seulement certains qui manipulent, qui se mettent, qui créent des euphories, et puis du coup, ça devient un mouvement d'ensemble où on est dedans seulement avec des cris, etc., sans toutefois avoir cette maturité-là de cerner des réalités. Et ma foi, je crois que cette jointe aussi en a fait un héritage, en a joué dessus pour faire croire que, et donc du coup ça a donné l'impression je vais dire au peuple ou à la communauté, ça a donné l'impression à la communauté comme quoi c'est comme si ce sont eux qui ont donné mandat à cette jointe, et que maintenant il faille qu'ils tirent bénéfice de ceci. Mais dans la mesure où nous sommes une république, je crois ma foi que je ne vais pas donner raison aux Occidentaux, mais il y a la réalité comme quoi c'est la laïcité qui doit être ce qui doit conduire nos républiques. Et quand c'est la laïcité, là, c'est bien. Mais pour autant, comme l'a expliqué M. Christ, l'État n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas, je veux dire, pas assujetti, mais n'est pas sous le contrôle ou l'influence des groupes religieux. Mais dans la laïcité, l'État joue un rôle de régulateur. C'est pourquoi même vous verrez que même chez nous, il y a un ministère qui est chargé de contrôler, de réguler tout ce qui est comme le truc là. Donc, en réalité, c'est ce qu'il faut. Mais la situation du Mali, on sent tout simplement qu'ils sont dans une posture de vouloir dominer, de vouloir être présent, de pouvoir avoir de l'influence, etc. Et ma foi, je crois que, je le dis, ce sont les conséquences de certaines illusions, de certains actes hasardeux de cette jointe-là malienne. Et donc, j'attends de voir comment ils vont trouver une solution à cela, comment ils vont pouvoir régler ça. Si vous permettez, quand nous savons que généralement les musulmans, quand ils sont intransigeants et quand ils se mettent dans une posture, ce n'est pas facile. On ne va pas les stigmatiser non plus, mais ce que dit Yao Nkono est intéressant. Est-ce que finalement, au niveau du sommet de l'État malien, on n'a pas laissé un peu trop d'influence
influence aux religieux. Quand je parle de religieux dans le contexte malien, je pense aux imams. Est-ce qu'on ne leur a pas laissé un peu trop d'influence pour qu'aujourd'hui ils se sentent obligés de dire nous voulons que les choses se fassent comme telles? Absolument, c'est le retour de la manivelle. Vous savez comment Diko, qui est traité de faiseur de roi au Mali, vous savez comment il fonctionne. Vous savez très bien que au départ, il était avec Ibeka, le président que Goïta avait renversé. Après, il a tourné le dos à Ibeka et c'est à partir de là que commencent les tribulations d'Ibeka jusqu'à sa chute finalement. Et sa chute a été Diko, qui est le meneur, c'est l'imam meneur de ce mouvement-là. Diko a joué un grand rôle dans la chute d'Ibeka. Et puis, il s'était mis en ménage avec Goïta, qui en tire profit, qui pense que, à partir de ce moment-là, il est coopté pour diriger cette transition-là. Il en a tiré force. Et aujourd'hui, le monsieur l'imam Diko est en porte-à-faux avec Ibeka et appelle maintenant les musulmans à voter contre au référendum contre cette constitution-là. Alors que si nous savons que le Mali c'est 80% de musulmans et lorsque les chefs religieux, parce que c'est pas Diko seul, il y a un certain nombre de tendances là, et tous appellent à voter contre cette constitution-là. Et maintenant on dit que c'est le 19 que le référendum sera organisé. Ce sera reporté, bien entendu. C'est déjà reporté pour voir clair dans cette histoire-là, parce que il faut que Goïta ne soit pas dérigé par rapport à ce qu'il a fait jusqu'à présent, parce que si jamais que sa constitution est rejetée, ça veut dire qu'il est rendu minoritaire par rapport à l'opinion malienne. Il doit tout faire pour que cette constitution soit votée, et tout faire suppose aussi qu'il doit prendre langue avec Diko, faire en sorte que sa constitution passe. Donc il faut qu'il pourparle maintenant avec Diko. Cela suppose qu'il a les bras ligotés dans le dos, parce que Diko là qui l'a accompagné jusqu'ici et qui a commencé brutalement à le dénoncer, et s'il ne fait pas attention, sa constitution ne sera pas votée, et on peut voir au-delà même du refus du peuple malien de voter cette constitution. Je crois que c'est la tribulation de Goïta qui commence aussi, parce que lorsque Mahmoud Diko se met à votre poursuite, je crois que ça peut aller jusqu'à votre chute. On l'a compris avec ce qui s'est passé avec Ibeka, et je suis sûr que c'est le même régime auquel sera assigné Goïta s'il ne fait pas attention. S'il ne fait pas attention, s'il ne fait pas des concessions, et cette concession-là peut aller jusqu'à la compromission, parce qu'au départ, c'est lui-même qui trouve qu'on doit maintenir la laïcité de l'État. Cela a été réaffirmé dans la Constitution de 92. Et cela a duré jusqu'en 2023. Il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on parle d'un État multiconfessionnel, parce qu'un État multiconfessionnel est d'abord un État confessionnel avant d'être un État multiconfessionnel. Donc je crois que c'est le piège que recèle cette proposition-là des religieux, parce que un État multiconfessionnel est avant tout un État fondé sur la base d'appartenance, d'acceptation de ces confessions-là, c'est-à-dire sur la base tout simplement religieuse. Et je crois que c'est ce que Goïta n'accepte pas, et c'est ce qui le met aujourd'hui en porte-à-faux avec ces religieux-là qui l'ont soutenu. Mon frère Nkounou l'a si bien dit que maintenant Diko veut tirer profit de ce soutien qu'il a apporté à Goïta jusque-là, parce qu'il veut la dividende des actions qu'il a posées ensemble avec Goïta. Et je crois que ce qu'il demande maintenant, ce qu'il met dans la balance, les exigences qu'il pose maintenant sont des exigences si préoccupante que là, Goïta ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Je voudrais rappeler qu'il n'y a pas que ces exigences-là. Ils ont dit que c'est d'abord pourquoi même changer de constitution. Les religieux l'ont dit aussi. Ils disent que ce n'est pas la constitution-là, ce qui déstabilise l'État malien ne se trouve pas dans la constitution qu'on veut changer. Que c'est dans les hommes qu'on trouve ce qui déstabilise l'État malien. Donc aller au changement à une constitution ne réglera pas forcément le problème, mais si tel doit être le cas, au moins il faut qu'on dise
que l'État malien est un État multiconfessionnel, ce qui est très tendancieux, ce qui est dangereux, qui ouvre la porte à une dérive sectaire dont nous parlons, que nous dénonçons. Dire que ça doit être un État multiconfessionnel, c'est une dérive, ça il faut condamner, faire en sorte que cela n'arrive jamais, jamais au Mali, parce qu'un pays de 80% musulmans et qui doit être maintenant reconnu comme un État multiconfessionnel, la prochaine étape, c'est quoi? C'est quoi? Alors, oui, Oui. juste une minute pour Oui, qu'on monsieur marque la Sabien. pause. Ouais. Non, j'aurais voulu rebondir, mais je crois que là, je n'ai plus besoin parce que ce que j'avais à dire, monsieur Chris l'a dit, hein, parce que c'est dangereux, c'est inquiétant. Hein, parce que parler d'État multiconfessionnel, c'est très dangereux, c'est très inquiétant, parce que si jamais on atteste là, et c'est d'autres... parce que demain, on parlera de califat, n'est-ce pas? Oui, c'est un État califat. Alors, si vous permettez, on va marquer la pause, hein, le temps pour nous de regarder le journal pour juste une dizaine de minutes et on sera de retour tout